Salam alaikum jami'an. J'espère que vous soyez tous en bonne forme. Alors, on commence cette séance. D'abord, je voudrais remercier votre collègue Salim Akars pour l'effort qu'elle a déployé pour préparer cet exposé. Et avant de commencer, je voudrais juste souligner quelques règles d'ordre organisationnel. S'il vous plaît, d'abord, s'il vous plaît, que tout le monde ferme son micro et on n'ouvre que si on veut prendre la parole. Ça d'une part. Autre chose, s'il vous plaît, si quelqu'un peut s'occuper des questions. Donc, après l'exposé de votre collègue, on aura donc une petite discussion. Donc, vous aurez à poser des questions. Je voudrais que quelqu'un s'occupe de ces questions. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, merci. Voilà, donc, y a-t-il quelqu'un qui va juste s'occuper des questions pour qu'on puisse les... Voilà. Donc, je vais désigner. Ok, monsieur, d'accord. Je vais m'occuper des questions. C'est qui? C'est monsieur Mohamed Amtaka? Mohamed Amtaka. Merci, c'est Mohamed. Voilà, donc on commence. Juste une petite remarque. Si quelqu'un a une question, il l'écrit dans la conversation. Voilà, donc si quelqu'un, voilà, d'accord. Donc, voilà, donc si quelqu'un, voilà, d'accord. Donc, si quelqu'un veut poser une question, donc il peut la poster à travers la fonction converser ou il peut lever la main. Il y a aussi la fonction lever la main. Donc, à droite. Voilà, donc, oui, merci, monsieur. Donc, on passe. Donc, Salima, si vous pouvez commencer, alors, donc vous avez la parole. Merci, monsieur. Vous m'entendez? Oui, la on voix est entend claire bien. pour tout. D'accord, merci. Alors, aujourd'hui, on va voir un test de Ki2, un type de test. On sait qu'il y a plusieurs tests, mais on va s'occuper d'un seul test. C'est le test d'indépendance de Ki2. Premièrement, je vais vous rappeler un petit peu c'est quoi la loi de Ki2. Comme vous savez, si on a le x1, le x2 jusqu'à xn des variables aléatoires indépendantes. Pardon, Salima, pardon. Si vous pouvez partager avec nous l'écran. Oui, c'est bon. Donc maintenant, donc, on a l'écran. D'accord. Alors, je dis qu'on va entamer cette séance sera consacrée pour un type de test que l'on appelle par la suite un test d'indépendance de Ki2. Dans un premier temps, je vais juste vous rappeler la loi de Ki2. Alors, si on prend des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, x1, x2 jusqu'à xn, qui suivent une loi normale centrée réduite. Alors, le Ki2, c'est la somme de ces variables en carré. C'est Ki2 égale la somme de i allant de 1 jusqu'à n de xi carré. Alors, la variable aléatoire, on dit que la variable aléatoire Ki2 suit une loi de Ki2 à n degrés de liberté. Quelques propriétés. Le Ki2, comme vous savez, c'est la somme des carrés. Alors, c'est clair qu'il est positif, alors n'est pas symétrique. Et cela montre aussi dans la densité, la figure de la densité de Ki2. Aussi, l'espérance de Ki2 égale le n. Le n, on a dit que le n, c'est le degré de liberté de Ki2. La variance, c'est 2n. Passons maintenant au test de Ki2. C'est quoi le principe ou bien c'est quoi le test de Ki2? Le test de Ki2, c'est un test des hypothèses statistiques non paramétriques.
Il me permet de la loi de distribution observée de vos données à une loi attendue. Alors, on fait toujours une comparaison entre les données qu'on a déjà et des données théoriques qu'on le calcule sous des hypothèses. Et il y a 3 types de tests de Ki2. Premièrement, on a le test d'ajustement, que l'on appelle aussi le test d'adéquation. Ce test nous permet de chercher, de déterminer la loi d'une variable aléatoire. Alors, on peut déterminer la loi d'une variable aléatoire en utilisant ou bien en se basant sur des données déjà observées et en utilisant le test de Ki2 d'ajustement. Le test de on teste si des échantillons sont issus d'une même population. Alors, dans ce test-là, on prend plusieurs échantillons, ou juste pour de prendre un exemple, un petit exemple, on prend 2 échantillons et avec les données observées pour chaque échantillon et en utilisant le test d'homogénéité, on déduit que est-ce que ces 2 échantillons issus d'une même population ou non. Maintenant, le test d'indépendance. J'ai dit que le test d'indépendance, c'est on utilise pour étudier sur un même échantillon la liaison entre 2 variables aléatoires qualitatives. Alors, ce test ne permet de savoir est-ce que les 2 variables sont liées ou bien il y a une indépendance entre elles. D'accord? C'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. On passe maintenant au principe de test de Ki2 général. On n'a pas encore précis le test de Ki2 qu'on va étudier dans cet exposé, mais le principe général du test de Ki2. Le test de Ki2, il nous permet de tester les hypothèses ou bien l'hypothèse nulle en mesurant l'écart entre les valeurs théoriques calculées sous l'hypothèse nulle et les variables observées dans l'échantillon. Par exemple, si on prend le H0, on prend le H0 quelconque et on va supposer que le H0 est vrai. Et sous cette hypothèse, on va étudier, ou bien on va calculer des effectifs théoriques. Puis, on va calculer l'écart entre les effectifs calculés et les effectifs déjà observés. Comme vous voyez ici, on a une figure qui nous montre la densité de tests de Ki2. Alors, à partir de celle-là jusqu'à là, on rejette le H0. Si le Ki2 calculé et appartient à cette zone, on l'appelle zone de non-rejet. Et ici, c'est la zone critique. Ici, si on a le Ki2 calculé et appartient à cet intervalle de 0 jusqu'à... Mademoiselle Salima. Oui? Pardon. Oui? Si vous pouvez accepter des professeurs qui sont dans la salle d'attente. D'accord. Donc, mademoiselle Salima, s'il n'y a plus personne dans la salle d'attente, vous pouvez reprendre. Alors, j'ai dit que la figure de Ki2 nous montre à partir de quel moment on peut rejeter ou accepter le H0. C'est ça le principe de Ki2 en général. Soit qu'il est test d'ajustement, ou bien test d'homogénéité, ou bien d'indépendance. Maintenant, on passe au tableau de contingence.
Avant de passer au tableau de contingence, je vais juste vous rappeler qu'est-ce qu'un test d'hypothèse. Comme vous savez, le test d'hypothèse est un concept qui permet de prendre une décision sur la base des informations sur un échantillon donné. Par exemple, on prend le H0, c'est l'hypothèse nulle, et on prend le H1, l'hypothèse alternative. Comme vous savez, les tests de Q2 sont différents. Alors, le choix des hypothèses H0 et H1 se fait en fonction des types de tests de Q2. Alors, l'hypothèse H0 qu'on va choisir pour un test d'homogénéité, c'est pas la même hypothèse qu'on va choisir pour un test d'indépendance. D'accord? Passons maintenant au tableau de contingence. Le tableau de contingence, le test de Q2 se base sur la notion d'effectif synthétisé au sein d'un tableau de contingence. Le tableau de contingence, c'est un tableau de double entrée avec une forme dépend de type de test qui est utilisé. Par exemple, le test de Q2 d'ajustement, comme vous voyez, il comporte d'une seule colonne. Il comporte d'une seule colonne. Pourquoi? Car la distribution d'une variable est observée sur un seul échantillon. Et aussi, on va juste savoir est-ce que la variable aléatoire de cet échantillon suit une loi précise ou non. Le test de Q2 d'homogénéité. Le tableau de contingence, le test de Q2 d'homogénéité comporte des colonnes. On a ici des colonnes et des lignes qui représentent respectivement les différents échantillons, comme vous voyez ici, échantillon 1, échantillon 2, et différentes modalités. Cela nous montre que la définition qu'on a déjà dit précédemment, que le test d'homogénéité nous permet de savoir est-ce que les échantillons sont issus d'une même population. C'est pour ça le tableau de contingence, on a plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Passons maintenant au test de Q2, d'indépendance. Comme vous voyez, le test de Q2 d'indépendance comporte autant de lignes que de modalités de la variable x et autant de colonnes de modalités de variable y, donc bien x1 et x2. On a un tableau de double entrée avec des variables qualitatives. La liaison, la question qui se pose ici, c'est comment on peut tester ou déterminer est-ce que deux variables sont liées ou non. Alors, nous voulons étudier les caractères d'une population pour savoir ces liens à lien entre eux. On a vu le processus de la droite de régression linéaire. La droite de régression linéaire, de coefficient de corrélation, c'est juste pour savoir la liaison entre deux variables quantitatives. Et aussi le rapport de corrélation pour les variables qui ont qualitatif et quantitatif. Ce processus-là nous permet d'étudier le lien entre deux variables, soit quantitative, soit une variable qualitative et une autre quantitative. Mais que se passe-t-il si on a deux variables qualitatives? Que se passe-t-il si on a deux variables qualitatives? C'est clair qu'on ne peut pas l'appliquer, ce qu'on a déjà vu. Alors, on fait appel à un test qu'on appelle par la suite le test de Q2 d'indépendance pour étudier les variables purement qualitatives. Maintenant, on passe au principe du test de Q2 d'indépendance, bien sûr. Le test de Q2 d'indépendance consiste à évaluer si deux variables qualitatives x et y à respectivement P et K modalité sont liées. Le principe de Q2
ou bien c'est de comparer. Est-ce que le X et Y, est-ce que entre X et Y existe une relation ou non? Les conditions d'application. Quand est-ce qu'on ne peut pas faire le test de Qui2? Il y a des cas qu'on ne peut pas appliquer ce test. Alors, il faut que certaines conditions soient vérifiées. La première, c'est que l'effectif total doit être supérieur à 30. Pourquoi? Parce que le test de Qui2 est sensible au petit effectif et ne donne pas le bon résultat, ou bien on trouve un résultat qui est pas juste. La deuxième condition, c'est que tous les effectifs théoriques doivent être supérieurs ou égal à 5. Passons maintenant à la démarche de test d'hypothèse, de test de Qui2 d'indépendance. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va formuler les hypothèses. On va formuler le H0 et le H1. Généralement, le H0, on le prend, par exemple, X et Y sont indépendants. Et l'hypothèse alternative, on prend le H1. Le H1, c'est l'opposé de H0. On dit qu'il y a un lien entre les deux variables qualitatives. Deuxièmement, on indique le seuil de signification de test. Le seuil de alpha ou bien le seuil de risque, c'est le risque qu'on va choisir ou bien rejeter A0 tel que A0 est vrai. D'accord? Par exemple, on prend alpha égale à 5%, on peut aussi prendre alpha égale à 7%, égale à 1%. Ça dépend de notre problème ou notre situation. Troisièmement, on détermine le tableau de contingence des effectifs observés. Il y a des fois qu'on va étudier un problème ou bien un exercice qui n'ont pas déjà résumé les informations dans un tableau de contingence. Alors, il faut qu'on doit faire ou bien construire le tableau de contingence des effectifs observés. Mais il y a des problèmes qu'on a déjà, les données sont résumées dans un tableau de contingence et on passe immédiatement à la quatrième étape, c'est calculer les effectifs théoriques et vérifier les conditions d'application du test. Alors, on calcule les effectifs théoriques et on vérifie les conditions d'application du test. Comment on calcule ces effectifs théoriques? On dit déjà que les effectifs théoriques sont calculés sous l'hypothèse H0. Alors, on suppose que les deux variables qualitatives sont indépendantes. On a TIG, c'est l'effectif théorique pour E ligne et J colonne égale à NI étoile fois N étoile G sur N. La question qui se pose, d'où vient cette formule? La chose que je vais vous expliquer, voilà, on a déjà dit que les effectifs théoriques sont calculés sur l'hypothèse nulle. Et l'hypothèse nulle nous dit que les deux variables sont indépendantes. Et quand vous savez déjà que si A et B sont indépendantes, alors la probabilité de A inter B égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Vous voyez ici un tableau de contingence. Un tableau de contingence avec P ligne et K colonne. Alors, on prend un exemple pour expliquer d'où vient cette formule-là. On prend par exemple la modalité X1 et la modalité Y1.
on va calculer l'effectif ou bien la probabilité la probabilité d'avoir à la fois x1 et y1. Alors, la probabilité de x1 inter y1, c'est la probabilité de x1 fois la probabilité de y1. Et comme vous voyez, le x1, l'effectif total de x1 bien marginal, c'est n1 étoile. Alors, la probabilité de x1, c'est n1 étoile sur n. Et la probabilité de y1, c'est n étoile 1 sur n. Nous voulons calculer l'effectif et pas la probabilité. C'est pour ça, pour avoir l'effectif, on multiplie la probabilité par n, l'effectif total. Alors, on le multiplie par les deux côtés. Et par la suite, on trouve que le T11 égale à N1 étoile fois N étoile 1 sur N. Devient cette formule-là. La cinquième étape, c'est calculer l'indicateur d'écart. L'indicateur d'écart, on peut le calculer par cette formule-là. Le qui de égale la somme de G allant de 1 jusqu'à N étoile, la somme de I allant de 1 jusqu'à N étoile G de OIG moins TIG au carré sur TIG. Les OIG présentent les effectifs observés et les TIG présentent les effectifs théoriques. Et dernièrement, jusqu'à la fin, on peut par la suite prendre une décision, soit accepter ou rejeter H0. Pour bien comprendre ce que je viens de dire, j'ai choisi une application pour appliquer ce qu'on a dit. On veut étudier la liaison entre deux variables qualitatives ou bien entre deux caractères. La première caractère, c'est être fumeur et la deuxième caractère, c'est avoir une maladie de la gorge. Après une observation sur une population de 300 personnes, on obtient les résultats suivants. On résume les informations dans un tableau de contingence. Alors, on a la modalité d'être malade. Alors, par exemple, être malade et à la fois être fumeur, c'est 160. Le total des personnes fumeurs, c'est 200. Le total des personnes non fumeurs, c'est 100. Et ainsi de suite. La question qui se pose, y a-t-il une relation entre X et Y? Premièrement, on pose notre hypothèse H0. H0, c'est les deux variables X et Y sont indépendantes. Par contre, H1, il existe un lien entre les variables X et Y. On fixe le seuil de signification de test. Pour moi, je préfère prendre alpha égale à 5%. Maintenant, on calcule les effectifs théoriques. Comment on le calcule? Je vais faire juste... D'accord. On a le tableau de contingence d'effectifs observés. Et si on va construire le tableau des effectifs théoriques. Par exemple, ici, pour calculer l'effectif d'être malade et à la fois être fumeur, on fait 200 fois 175 sur 300. Aussi, pour non-fumeurs, on multiplie 100 fois 175 sur 300. Et on fait la même chose pour les autres. 200 fois
125 sur 300. Ici, on a 100 fois 125 sur 300. Et on obtient notre table de contingence. Vous voyez ici, les conditions de test d'appliquer le test d'équideux sont vérifiées. Déjà l'effectif total est 300. Alors, il est supérieur suffisamment de 30. Aussi, les effectifs, ils sont supérieurs à 5. Par exemple, supposons qu'on a des effectifs qui ont inférieur à 5. Alors, si je regarde que tous les effectifs théoriques et on ne vérifie pas la deuxième condition, on doit regrouper les deux modalités. Par exemple, si on a ici 3 et ici on a 6, on doit les regrouper. Soit regrouper les X et les Y, soit regrouper les X seulement, soit regrouper les Y seulement. Alors, maintenant, on calcule le qui d'eux. À partir de la formule que déjà citée, on obtient le qui de calculé égal à 115,87. Pour tester l'hypothèse nulle au seuil de risque 5%, on doit déterminer le qui de la table. Alors, on doit calculer, on doit avoir est-ce que le qui de calculer est raisonnable ou bien est trop grand. Alors, on détermine l'écart maximal qu'on peut la trouver en lisant un table de qui de. Pour ça, je vais fixer un seuil d'erreur avec un alpha de 5%. J'ai déjà le fixé. On aura besoin aussi de calculer le degré de liberté. Le degré de liberté, c'est l'abréviation, c'est DDL, c'est degré de liberté. C'est N moins 1 fois P moins 1. Le N, c'est le nombre de lignes. Le P, c'est le nombre de colonnes. Alors, on a déjà que le nombre de lignes ici pour notre exemple, c'est 2. Et le nombre de colonnes, c'est 2. Alors, 1 fois 1, c'est 1. Maintenant, j'ai tous les renseignements pour estimer le qui de théorique. Je vais lire maintenant l'écart maximal toléré par la table. On dit que le degré de liberté, on a 1. Alors ici. Et le 0 ou bien le alpha, c'est 0,05. Alors, on va faire le croisement entre l'erreur ou bien le risque et le degré de liberté. Alors, on a 3,84. C'est ça le qui de théorique ou bien le qui de la table. Alors, d'après la table de qui de, on a le qui de mu, c'est suite à le degré de liberté. On peut l'appeler aussi le qui de la table ou bien le qui de théorique. On a 3,84. Comme vous voyez ici, on a le qui de calculé très très grand de qui de théorique. C'est pour ça on rejette le H0. Alors, au seuil de risque de 5%, on rejette H0. Pourquoi? Parce que si vous rappelez la figure de test de qui de, on a
appeler la figure ici. Par exemple, on a le qui de calculer, ou bien le qui de théorique, c'est là. C'est le qui de maximal toléré par la table. Il est ici. Le qui de calculer, on a trouvé le qui de calculer ici. Très grand de qui de maximal. Alors, on rejette l'hypothèse H0. D'accord? Alors, on dit que les deux variables, être fumeur et être malade, sont indépendantes. Merci pour votre attention. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. Bienvenue de vos remarques et vos questions. Je suis là pour les répondre. Merci. Alors, on vous remercie, mademoiselle Salima, pour votre exposé clair et concis. Et on passe maintenant aux collègues. Si vous avez des questions à poser, voilà, donc n'hésitez pas. Monsieur Mohamed, je ne sais pas si vous avez rassemblé quelques questions. Oui, monsieur, je vous écoute. Pour le moment, il n'y a pas de questions. D'accord. On attend que... Voilà, donc en attendant, je vais faire quelques petites remarques. Mademoiselle Salima, si vous pouvez revenir à la dernière diapo, juste avant celle-là qui est devant nous. C'est là? Voilà, oui, oui. Donc les deux variables, être fumeur et être malade, ils sont comment? Ils sont liés. Voilà, là vous voulez dire Ils elles sont sont liés. dépendantes. Oui. Voilà. Là vous Oui, voulez dire elles sont dépendantes. Parce qu'on a rejeté le H0. Voilà, parce que vous avez donc rejeté l'hypothèse nulle. Voilà. L'hypothèse nulle, c'était x, y indépendante. Oui. Puisqu'on a rejeté cette hypothèse, alors voilà. Les variables sont liées. Monsieur, il y a une question d'après professeur Belhussein Rekia. Il dit, merci beaucoup Salima, ma question est pourquoi le test est sensible à l'effectif inférieur à 30? D'accord. Parce que on peut pas avoir un résultat qui est juste. On a un effectif très faible ou bien très petit. Par exemple, dans notre vie quotidienne, si on veut avoir ou bien un témoin, par exemple, si on veut un témoin, on fait pas, d'accord. Comment je vais dire? مثلا نعطيك مثال فاش تكون شي جريمه ولا شي حاجه ولا شي استيماسيون ولا شي يعني شي احصاء ولا شي ستاتيستيك بحال هكا راه ما كنديروش احصاء على ان ايشانتيون كي تري فيبل باش نقدروا نقولوا باللي راه هاد الحاجه راه فري. باغ اكزومبل غير الا خدينا مثلا فاش تكون شي جريمه ولا شي حاجه راه ما كناخذوش واحد الشاهد ما كيعطيناش la réponse qui est correcte et exacte. La même chose pour le test de Kido. علاش حيت le test de Kido هو راه بازي على les observations. باش ما كانوا les observations كبار باش ما كان عندنا le résultat vrai. Par exemple, si on prend un échantillon de 10 personnes et ces 10 personnes tous ils nous donnent que d'être fumeur et d'être malade sont indépendants. Par contre, que la réalité, c'est non et non. C'est pour ça on doit toujours avoir un effectif qui est très grand pour avoir un résultat qui est تكون زعما raisonnable. خاص تكون لو ريزولتا خصو يكون ريزونابل. ما يمكنش ناخذوا واحد ليشانتيون صغير ومنه نقدروا نحكموا، ما يمكنش. نتمنى نكون وصلت لك الفكره استاذ. Merci, Mademoiselle Salima.
Donc, c'est une raison de crédibilité, je crois, pour augmenter. Oui, oui, c'est ça. Voilà, juste Voilà. en plus de ce qu'a dit votre collègue Salima, je peux ajouter quelque chose du point de vue mathématique. Vous savez que le test Q2 est basé sur l'hypothèse que, en fait, on prend la variable, la somme qu'on prend, la somme qui nous donne ce qu'on appelle la valeur observée. En fait, ça c'est quoi? C'est la valeur d'une variable aléatoire. Et on suppose que cette variable aléatoire suit la loi Q2. Et pour avoir ce résultat, donc, il faut que les variables, les carrés, parce qu'on prend la somme des carrés, il faut que les variables qu'on a, il faut qu'ils suivent la loi normale. Donc, là, donc, si on peut dire, la raison derrière, pourquoi avoir donc un effectif supérieur à 30, parce que les résultats qu'on a ici sont en fait, ils viennent en fait du théorème central limite. En fait, on a ici des résultats de convergence. Donc, pour avoir donc, cette convergence, il faut que le nombre n soit un peu grand. Donc, le résultat qu'on a ici, c'est que le résultat qu'a rappelé votre collègue donc, au début de l'exposé, c'est que si on a des variables aléatoires, si on a n variables aléatoires qui suivent la loi normale centrée réduite et qui sont indépendantes, alors si on prend la somme des carrés, la somme de leurs carrés, ça suit la loi du Q2 à n degrés de liberté. Si on veut le voir, on peut juste prendre une seule variable. Si on prend une variable x qui suit la loi normale centrée réduite, et si on prend la variable x au carré, cette variable, la loi de la variable, on peut montrer que c'est une variable qui suit donc, une loi à densité qui est différente de la loi centrale et de la loi donc, centrée réduite, la loi normale. C'est la loi Q2. Donc, l'hypothèse derrière, c'est que ces variables suivent et sont donc réparties normalement, c'est-à-dire qu'elles suivent la loi normale centrée réduite. Et pour avoir ça, il faut que l'effectif soit grand. Donc, c'est ça. Donc, du point de vue mathématique, c'est la raison derrière cette hypothèse-là. Pourquoi avoir n supérieur à 30? Juste, je voudrais aussi ajouter une petite chose concernant la question qui a été soulevée l'autre fois. Donc ici, on voit la différence entre la statistique inférentielle et la statistique descriptive. En statistique inférentielle, on a besoin d'un peu de beaucoup de TI mathématiques. En fait, en statistique descriptive, on n'utilise que les opérations élémentaires. Donc, mais ici, donc, on utilise des résultats de la théorie des probabilités. Voilà, donc c'est l'une des différences entre la statistique inférentielle et la statistique descriptive. Voilà, donc on passe à la deuxième question. Monsieur Mohamed, donc la deuxième question. Oui, monsieur. Une deuxième question de prof Loubna Ezeki, c'est, et vous remercier tout d'abord, et puis il dit que, quelles sont les conditions pour appliquer le test de KID? Les conditions. Les conditions. Oui, généralement, les conditions pour appliquer le test de Q2, c'est d'avoir un effectif supérieur à 30 et l'effectif théorique qu'on va calculer doit être supérieur à 5. On a deux conditions. C'est tout pour ces conditions sont valables pour tous les tests, les types de tests de Q2.
C'est clair, Troisième, mademoiselle? Oui, monsieur? troisième question, c'est de la part de Monsieur Abel Mourtar. Il veut que vous éclairez ou bien vous revenez à la diapositive où vous avez parlé de la relation entre les variables quantitatives et les variables qualitatives. Merci. Et quantitatif et qualitatif? Oui, le tableau. D'accord. Celui-là? Oui. Oui, c'est quoi la question? Il dit, si vous pouvez revenir au tableau, il a trouvé une confusion entre la relation de variable quantitative et la relation et la variable quantitative. D'accord. Monsieur Abeb, si on a les deux variables, par exemple, si on a variable quantitatif et qualitatif, quand on a déjà vu dans notre cours de statistique, on fait la régression linéaire simple et on fait le coefficient de corrélation. On a déjà vu ça. C'est pour quantitatif et quantitatif, la liaison entre deux variables quantitatives. Si on a une variable qualitative et une autre quantitative, alors on fait le rapport de corrélation. On a déjà vu ça. La même chose, qualitatif, quantitatif, c'est la même chose que quantitatif, qualitatif. On fait aussi le rapport de corrélation. Maintenant, si on a la variable qualitative et qualitative, et si le croisement d'être qualitatif et d'être qualitatif, c'est le test de qui d'indépendance. C'est clair? C'est clair, monsieur? Moi, je pense que c'est clair. Oui, Il moi n'a aussi. pas encore donné un feedback. Oui, et il dit merci, c'est clair. D'accord. D'accord. Il y a une question de la part de prof Tariq Al-Fro. Si vous pouvez expliquer à quoi sert le degré de liberté. Le degré de liberté. Oui. D'accord. On a vu le degré de liberté. C'est le test de qui ou bien le qui de calculer. Clairement, Mademoiselle Salima, oui, si vous pouvez donc me permettre de revenir à la première diapo, là où vous avez introduit la définition de point de vue mathématique, la définition de la loi Q2, voilà. Donc, j'aimerais rappeler quelque chose ici. Là, donc, là, vous avez défini la loi, donc, la variable, la somme des xi au carré. Donc, ça, si vous avez des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées,
Mais là, bien sûr, là, il manque le fait qu'il suive la loi Normal, oui. normale, sans très vite. Oui, j'ai la mentionné dans le rapport, mais ici, D'accord, je dis, bien le sûr, bien dire sûr. juste oralement. Oui, j'ai vu, voilà, seulement juste pour le rappeler. Donc, si on a des variables aléatoires qui sont indépendantes et identiquement distribuées, mais bien sûr, la distribution ne doit être pas n'importe quelle distribution. La distribution doit être la loi normale, centrée réduite. Alors, si on prend la somme de n variables, la somme des carrés de n variables qui ont cette propriété, là, ils suivent la loi, ce qu'on appelle la loi du Qui2 à n degrés de liberté. Ça, donc, d'une part, donc c'est juste la définition mathématique. Et on a une formule pour la densité de cette loi. Donc, donc ce n'est pas important pour nous, donc, dans notre contexte, l'expression de la fonction de densité et tout ça. Voilà, donc là, on a quelques propriétés. C'est une loi qui est positive toujours, de moyenne n et de variance de n, et elle admet une densité comme vous avez dit. Ça, c'est du point de vue mathématique. Oui. Monsieur, j'ai une explication pour le degré de liberté. C'est le degré de liberté, comme vous voyez ici, on a le qui de égal à la somme de x et allant de 1 jusqu'à n. Et le n, c'est le degré de liberté. Il nous désigne le nombre de variables aléatoires qu'on peut pas ou bien qu'on ne peut pas les déterminer ou bien les fixer par une équation. D'accord. Donc, c'est le nombre maximum qu'on peut fixer. C'est le nombre maximum qu'on peut fixer. Par exemple, donc, je peux ajouter juste une petite chose. Si vous prenez donc une équation de la forme x plus y égale à 3, par exemple, une petite équation simple, x plus y égale à 3. Là, vous voyez que bien sûr, on n'a pas une unicité de solution. Là, on n'a pas une unicité de solution. Il y a une infinité de solutions. Mais une fois on a fixé y, par exemple, si on fixe le y, là, on a une seule valeur. Donc, on a une seule valeur de x. On a une seule valeur de x. Donc, là, on dit pour cette équation, dans cette situation, si on a une situation de cette forme, de variables dont la somme est constante, là, on a un seul, donc le degré de liberté ici est égal à 1. Ça veut dire qu'il y a une seule variable qu'on peut, qu'on peut fixer. Qu'on peut fixer. Oui, donc là, je voudrais revenir à l'un des exercices qui nous a resté donc, dans la liste qu'on avait l'autre fois. Si vous le permettez, toujours, puisqu'on parle toujours de ce point de degré de liberté, au nombre de degrés de liberté. Si vous pouvez me donner donc, mon nom est animateur, Mademoiselle Selima, juste pour quelques minutes. Pour que je puisse partager. Merci. Donc, je vais partager. Voilà, donc j'aimerais bien revenir oui, c'est ça. Revenir à l'un des exercices qu'on avait l'autre fois, qui parle de ce point. Je crois que c'était 40. Là, l'exercice 8. Vous m'entendez? Oui, oui, monsieur. D'accord. Donc, regardez s'il vous plaît ici. Regardez cet exercice 8. Voilà. Donc, pour définir un tableau de contingence d'effectifs total n à K ligne et L colonne, pour le définir, si on a un tableau de contingence qui a K ligne et qui a L colonne,
pour le définir entièrement, c'est-à-dire pour connaître tous les éléments de ce tableau, il suffit de connaître les effectifs marginaux. Il suffit de connaître K fois L-1 éléments du tableau. Il suffit de connaître K fois L-1 éléments du tableau et les sommes en ligne. Il suffit de connaître K-1 fois L-1 éléments du tableau et ses marges. Alors ici, quelle est l'assertion ou les assertions qui sont vraies? Si on prend le petit a, il suffit de connaître les effectifs marginaux. Ça, c'est bien sûr, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que si on a un tableau, si on connaît les marges, les sommes des lignes et les sommes de colonnes, ça ne nous permet pas de déduire les valeurs. Oui. Donc le A est faux. Le petit b, il suffit de connaître K fois L-1 éléments du tableau. K fois L. Quel est le nombre d'abord? Une petite question. Si on a un tableau de contingence à K lignes et L colonnes, quel est le nombre, si on veut dire, d'inconnus? Le nombre de cases qu'on a? K fois N. K fois L. Voilà, ça c'est le nombre total. Ça c'est le nombre total des cases. Donc, pour déterminer tous ces nombres, donc les valeurs qu'on a dans toutes ces cases, il suffit de connaître K fois L-1 éléments du tableau. Donc, est-ce qu'on peut donc avoir tous les éléments à partir de ça? Le nombre d'inconnus, c'est K fois L. Le nombre K fois L. Supposons qu'on a connu K fois L-1 éléments du tableau. Donc, quel est le nombre d'inconnus qui va nous rester? Le nombre total des inconnus, c'est-à-dire le nombre des cases. Donc, on imagine qu'on a des cases qui sont vides et on a quelques données et on veut déterminer les cases. Donc, le nombre total des variables ou des inconnus, Monsieur, la voix n'est pas claire. Il y a un problème. moins on aura K inconnu. Il va nous rester K. Alors, je continue. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez؟ وي مي ديك الساعات ما كناش كنسمعوا بعدا انا ما كنتش كنسمع مزيان عرفتش فين كاين المشكل. لي زوتر عندكم نفس المشكل ولا غير انا؟ لا ما كنسمعوش. دابا أستاذ راه ما كنسمعكمش. D'accord. J'ai un appel. Si vous pouvez continuer. Oui. Il y a deux questions, je pense qu'elles sont liées, de la part de prof Abid Mohamed et Loubna Ezike. Ils disent, est-ce que la valeur de alpha n'influe pas sur le choix de l'hypothèse? Si oui, comment la change? Et prof Loubna Ezike, il dit, pourquoi vous avez fixé alpha en 5%?
C'est La Mohamed. première. Oui, monsieur. D'accord. S'il vous plaît, si vous pouvez donc me donner juste 2 minutes pour que je termine ce point. Je m'excuse. Oui, oui. Vous voyez l'écran ici? Non, vous n'avez pas partagé peut-être. Je l'ai partagé, mais je ne sais pas si je suis encore l'animateur ou non. Donc, voilà, je vais la partager maintenant. Voilà. Juste pour qu'on termine ce point de degré de liberté. Je voudrais juste, parce qu'on a un exercice qui parle de ça, j'aimerais bien. Donc, c'est quoi le nombre de liberté? Regardez ici le petit d. Donc, si vous avez le tableau de contingence et vous voulez savoir le tableau tout entier, c'est-à-dire toutes les cases, il y a un nombre minimum de données que vous devez avoir. Quel est le nombre minimum? Ici, regardez ici le K-, si on connaît K-1 fois L-1 éléments. Si on connaît K-1 fois L-1 éléments du tableau, est-ce qu'on peut déduire ce qui reste? Parce qu'on sait que le nombre total d'éléments qu'on a dans le tableau, c'est K fois L. Si on a un tableau de K lignes et L colonnes, le nombre total de données, c'est-à-dire de cases, c'est K fois L. On peut déduire l'autre colonne. Voilà, donc si on sait deux choses, d'une part, le K-1 fois L-1 élément et les marges. Et les marges, oui. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'il va nous rester comme inconnu? Les inconnus, donc le nombre d'inconnus qui vont rester, c'est combien? C'est le nombre total d'inconnus. C'est le nombre total d'inconnus qui est KL, d'accord? La quatrième ligne, on ne peut pas la déterminer parce que les éléments qu'on connaît, ils peuvent être dispersés. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que le nombre d'éléments connus, leur nombre, c'est K-1 fois L-1. Et on connaît aussi les marges. Donc, dans ce cas, le nombre d'inconnus qui vont rester, c'est quoi? C'est le nombre total d'inconnus qui a KL moins le nombre d'inconnus qui sont connus. Donc, KL moins K-1 fois L-1. Si on fait cette différence, KL moins K-1 fois L-1, je ne sais pas si je peux l'écrire. Plutôt ici. Le nombre sera égal à quoi? Donc, KL moins KL, donc bien sûr, si on développe, on aura plus K, plutôt, donc plus K, plus L, moins 1. Donc, on aura K plus L moins 1. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le nombre total d'inconnus, c'est KL. Et le nombre qu'on sait, c'est K-1 fois L-1. Si on fait la différence, qu'est-ce qu'on aura? La différence donc, sera égale à K plus L-1. C'est-à-dire qu'il va nous rester K plus L-1 qu'il faut remplir. C'est-à-dire K fois plus L-1 inconnu. Et puisqu'on connaît aussi les marges, ça veut dire quoi savoir les marges? Si on sait les marges, ça veut dire qu'on a des équations. Combien d'équations qu'on aura si on sait les marges? Ça veut dire quoi? On aura des équations avec un seul inconnu. Non. Donc, on aura. Donc, ça, par exemple, si on connaît les marges en ligne, c'est-à-dire la somme de toutes les lignes, on aura K équations. Ça veut dire X1, X1 plus X2 plus. Voilà, on aura K équations. La somme, donc, le fait de savoir toutes les lignes, les marges donc, qui sont en ligne, ça va nous donner K équations. Et puisqu'on sait aussi les marges en colonne, ça va nous donner L équations. Donc, en total, on aura K plus L équations. On aura K plus L équations. D'accord? Oui.
Ça d'une part. Monsieur, Et puisque, juste, je vais terminer, on aura K plus L l'équation avec le nombre d'inconnus sera K plus L moins 1. Là, on peut les déterminer. On peut les déterminer. Pourquoi? Parce que le nombre d'inconnus, qui est K plus L moins 1, est inférieur au nombre d'équations. Le nombre d'équations dépasse le nombre d'inconnus. Alors là, on peut les déterminer. C'est pourquoi ce nombre K-1 fois L-1, on l'appelle le degré de liberté. C'est-à-dire le nombre minimum de cases qu'on doit, ou de données qu'on doit avoir. Le nombre minimum de données qu'on doit avoir, c'est K-1 fois L-1. Si on prend par exemple le petit c ici, donc K fois L-1, si vous prenez le nombre total d'inconnus qui a KL, moins K fois L-1, il va nous rester donc ici K inconnu. Là, on n'a pas d'équation, on ne sait pas. Donc, on a K inconnu et les sommes des lignes, ça va donner K équation. Avec K équation et K inconnu, il se peut qu'on ne peut pas les déterminer. Il se peut qu'on ne peut pas le déterminer. Vous pouvez le voir à partir, par exemple, d'un système à deux inconnus. Si vous avez un système de deux équations et vous avez deux inconnus, ça n'a pas toujours une solution. On n'a pas toujours une solution. Donc, il se peut qu'on n'ait pas de solution. Voilà, donc c'est pourquoi ce nombre, K-1 fois L-1, on l'appelle donc le degré de liberté. C'est le nombre minimum de données qu'on doit avoir pour déterminer le tableau de contingence. Alors, je vous reviens, mademoiselle Salima, vous pouvez donc reprendre, donc, vous pouvez récupérer l'animateur. C'est Mohamed? Monsieur, si vous pouvez si donc vous passer voulez, aux autres équations, aux autres questions. monsieur, si vous voulez, je veux juste faire un petit exemple pour bien comprendre la notion de degré de liberté à partir de Voilà, l'application. donc vous êtes maintenant animateur. Voilà. D'accord. Vous m'entendez, monsieur? Oui, oui, je vous entends très bien. Je vais juste faire un petit exemple pour bien comprendre la notion de degré de liberté à partir d'un tableau de contingence. Oui. D'accord. Donc, vous pouvez partager avec nous votre écran. Vous voyez un tableau sur Excel? Oui. D'accord. On a ici combien de lignes? On a deux lignes et deux colonnes. Et on dit que le degré de liberté, c'est 2 moins 1 fois 2 moins 1, alors que le degré de liberté est 1. Alors, pour notre exemple, on aura besoin de savoir juste une valeur. C'est 160, par exemple. 160. Alors, je vais effacer les autres. Cette case-là ne montre ou bien ne joue le rôle de degré de liberté. Il suffit d'avoir un seul degré de liberté pour savoir les autres et des marges. Voilà, donc une seule case ici, avec les marges, tout simplement. Donc, connaître les marges et connaître une seule case. Voilà. Oui. Alors, on a déjà dit que n-1 fois p-1, on a ici le n égale à 2 et p égale à 2. Alors, le degré de liberté, c'est 1. Alors, on a besoin d'une seule case. C'est 160. D'après cette case et les effectifs marginaux, ou bien les effectifs marginaux, on peut déduire les autres valeurs. Par exemple, ici, c'est 2 moins 160. Ici, si
175 moins 160. Et si on peut faire soit 100 moins 15 ou bien 125 moins 40. Ça va nous donner la même chose, la même valeur. C'est ça la notion de degré de liberté. C'est clair Voilà. pour tout. Merci. Merci à vous. Je pense Mohamed, que si on c'est peut- clair. Oui, Si j'ai on peut passer à déjà la question sur le seuil de risque, elle est aussi importante. oui, je vais répéter la question de la part de prof Abid Mohamed. Il dit, est-ce que la valeur de alpha influe sur le choix des hypothèses? Si oui, comment on la change? Et de la part de Lubna Ezeki, il dit, pourquoi tu as fixé alpha en 5%? Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. De rien. Monsieur, pour juste une question, comment je peux annuler le partage de l'écran? Il suffit d'aller dans le partage ou bien le volet qui est en dessus de l'écran et arrêter le partage. Ici? Ici. Arrêtez. Ah, Oui, arrêter le partage. d'accord, Voilà. merci. Merci beaucoup. La question est, la première question, c'est pourquoi je fixe. La première question, est-ce que la valeur de alpha influe sur le choix d'hypothèse? Si oui, comment on la change? Non, n'influe pas sur alpha n'influe pas sur le choix de l'hypothèse. L'hypothèse, on le choisit en se basant sur le type de test de Ki 2. Alors, notre but, c'est de savoir quoi. Par exemple, dans le test de Ki 2 d'indépendance, on va chercher est-ce que les deux variables sont indépendantes ou non. Par contre, le risque d'alpha, c'est la probabilité, on fixe un seuil de risque pour dire, voilà la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai. D'accord? On fait toujours comment on l'a dit? On fait toujours un seuil pour lequel on nous dit ce test-là n'est pas vrai pour 100%, il est vrai pour 95%. C'est ça la signification de seuil de risque. Alors, on fait un test au seuil de 95%. On dit que ces résultats-là, il est applicable ou il est vrai pour 95%. ولكن ماشي 100%. هذا هو المعنى ديال لو سوي دو سينيفيكاسيون او بيان لو سوي دو ريسك. هي توجور ديما كنخليو واحد شويه ديال الخطا. هذاك احتمال هذاك لا probabilité d'erreur. Toujours on fixe une alpha ou bien un seuil de risque toujours. Et pour la fixation de alpha, c'est un autre choix. C'est nous qu'on choisit le alpha. On peut prendre alpha égale à 5%, on peut prendre alpha égale à 1%, mais le alpha, plus alpha est grand, plus le test est difficile à passer. C'est clair? J'espère que la réponse est claire pour les profs Oui. Lubna Ezeki et Abid Mohamed. Le seuil de risque, c'est la valeur ou bien la probabilité d'erreur tolérée dans notre test. Et il y a toujours une probabilité d'être en erreur. هذيك هي القيمة اللي كنسمحوا فيها أنها راه تقدر تكون خطأ. نقدروا نوقعوا في الغلط، ما نقدروش نديروا واحد التيست اللي غادي يكون صحيح 100%. نقدروا نديروا صحيح 95%.
ديما كنخليو واحد شويه ديال الغلط نقدروا نخليو 1% 5% ça dépend. Prof Salima, Oui, comme vous avez proposé une démonstration pour les effectifs théoriques, vous avez utilisé les notions de probabilité PA fois P, la probabilité de l'intersection de A et B. oui. Est-ce que la relation a besoin, il faut vérifier des conditions peut-être. Les deux événements, il faut qu'ils soient incompatibles, je crois. Il faut qu'elles soient indépendantes. Et on a Oui. supposé qu'ils sont indépendants. Comme j'ai déjà dit, qu'on calcule les effectifs théoriques sous l'hypothèse nulle. Alors, on suppose que l'hypothèse H0 est vraie, alors que les deux variables sont indépendantes. Et sous cette hypothèse-là, on construit notre effectif théorique. On sait que, on sait pas est-ce que cette hypothèse est vraie ou non. C'est comme la démonstration par absurde. On suppose qu'elle est vraie et on montre par la suite est-ce qu'elle est vraie ou non. C'est clair? Ah oui, beaucoup. Ça oui, c'est clair. Merci. Il y a une question de la part du prof Abid. Oui. Vous avez dit si on change alpha, il y a une possibilité de rejeter donc alpha. Il y a donc alpha influence sur l'hypothèse. Si vous voulez, je vais faire un exemple ou bien je vais changer alpha dans notre exemple. J'ai déjà. Alors, merci. On a travaillé avec un seuil de risque qui égale à 5%. C'est clair? Maintenant, on va on indique que le qui de calculer cette valeur-là après le degré de liberté 1. On a, dans un premier temps, on a fixé le seuil de risque à 5%. 5%, c'est 0,05. Le choix de signification influence la valeur de qui de maximal toléré par la table. Il influence le qui de théorique. Par exemple, on a pris dans un premier temps alpha égale à 5%, cela veut dire que 0,05. Par exemple, on veut prendre alpha, on veut changer la valeur de alpha à 1%, alors 0,01. Et si on aura pour une degré de liberté, on aura 6,63. Alors, le qui de théorique sera 6,63. Par contre, quand on utilise alpha égale à 5%, on a 3,84. C'est ça la différence. Le alpha influence sur le qui de toléré ou bien le qui de calculé. Le qui de théorique, toléré par la table. Et l'influence, si je vais bien clarifier les choses, le alpha influence la valeur de celle-là, la valeur maximale de rejeter ou d'accepter l'hypothèse. D'accord? Par exemple, pour alpha égale à 5%, on a le qui de théorique ici. Par contre, le alpha égale à 1%, le qui de, ça sera ici. C'est ça la différence. C'est clair? Est-ce que c'est clair?
En attendant, Oui. en attendant. Prof Abid, est-ce que c'est clair? J'espère que l'explication était claire. Bon, très bien. Oui. Merci. D'autres questions? Non, il n'y a pas de question pour le moment. Je vais juste Il y a un vous message signaler. Oui, il y a un message de la part d'un prof. Il dit que prof Bolamba, il ne peut pas continuer avec nous. Donc, vous pouvez continuer cette séance ou bien on finit. oui, avec plaisir. En attendant d'autres questions, je vais juste vous signaler une remarque ou bien juste, je vais partager l'écran. Alors, la question, est-ce que vous posez une question pourquoi on a pris le qui de calculer égal à les effectifs observés moins les effectifs théoriques au carré? Pourquoi le carré? Pourquoi? Comme vous voyez ici, si on n'a pas fait le carré, par exemple, dans notre exemple, lorsqu'on a fait les effectifs observés moins les effectifs théoriques, on a des valeurs qui sont de signes différents. Et comme vous voyez ici, si on fait la somme, on aura 0 et ça ne vous donne rien. C'est pour ça on fait le carré pour éliminer le signe moins et pour qu'on puisse faire notre test. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci pour la remarque. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. J'ai la réponse, bien sûr. ما تحشموش غير سولو. Je pense que tout est clair. C'est pour ça il n'y a pas de questions. Je pense que ça. Sinon, je vous remercie pour votre attention et pour votre présence à cet exposé. J'espère que c'était un exposé simple et facile à comprendre. J'espère que j'ai pu transformer ou bien le message ou bien éclaircir bien le concept de test de Q2. Merci, prof Salima. Merci à vous, s'il vous monsieur. plaît, si vous pouvez partager le support que vous avez utilisé dans cette séance. Je vais partager avec vous le rapport. Je ne vais pas partager les slides parce que les slides ils ne sont pas bien détaillés, mais le rapport il est bien détaillé. مشكورين أساتذة على الاهتمام ديالكم وعلى الحضور ديالكم. شكرا بزاف. شكرا، إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله.